Bonsoir Sylvain. Bonsoir Jean-François. Bonne année. À toi aussi, puis bonne année à tous nos auditeurs qui nous suivent fidèlement. Ouais, t'es pas chanceux, tu passes le dernier ce soir. On a commencé en retard, il est déjà tard. Fait qu'on va écourter un petit peu pour pouvoir donner la chance à nos auditeurs d'aller se reposer. Nous, on est en forme, on a eu un mois où on a pu peut-être se reposer un peu plus. Mais Sylvain, selon toi, quel va être le plus grand défi en 2024? Au niveau des finances? Bah, au niveau de tout. De tout? Bien, écoute, c'est sûr que financièrement, on sait pas. On marche comme sur une clôture, là. Quel bord qu'on va tomber d'une journée à l'autre, on ne sait jamais. Les nouvelles arrivent. Est-ce que l'économie reprend? Ah non, là, finalement, il y a 50 000 petites entreprises qui vont fermer. Là, tout de suite, on passe à autre chose. C'est embêtant. La Banque centrale n'a pas augmenté ses taux d'intérêt. Faudrait pas. Non, mais c'était cette semaine, là, puis ils ont décidé de rester stables. Est-ce que c'est un signe que ils ont fini par changer d'idée puis ils vont commencer à baisser les taux d'intérêt? Parce qu'actuellement, c'est un peu ça là, qui est le nerf de la guerre. Là. Au niveau des finances, les renouvellements hypothécaires qui s'en viennent, hypothécaires, là, ça va être catastrophique si les taux remontent encore plus. C'est sûr. Mais on est comme à croiser des chemins. C'est dur de dire quel bord ça va prendre actuellement. Hey, déjà, pour changer une voiture, là, on parle de 6, 7, 8, même jusqu'à du 10 sur une voiture. L'achat d'une voiture, une voiture en location, là, ça change un paiement d'auto. Ben ça, oui, là. c'est sûr. Mais là, les gens, non, ça ne changera pas le paiement. Au lieu de le mettre sur 5 ans, ils vont le mettre sur 8 ans. On achète des paiements maintenant sur à peu près tous les emprunts qu'on fait. Oui, mais je veux dire, pour une entreprise, quand c'est plus Ouais, bénéfique pour eux de le mettre ça en location parce que tu rentres 100 de ta... Comment je veux dire? Ça te revient avec des paiements qui sont beaucoup plus... Oui, c'est sûr que ça va avoir un impact. C'est clair. Ouais. Mais non, c'est pas ça, Sylvain. C'est pas ça. Madame Van der Riel mentionnait au World Economic Forum de 2024 que le défi pour cette année ne sera pas le changement climatique. OK. Non. Bonne nouvelle. Elle nous dit que le défi pour 2024 sera... Je vais me taire, je vais te présenter la vidéo, puis on en reparle après. OK. Avec la vidéo. Le gouvernement fédéral invoque la loi sur les mesures d'urgence. C'était le 14 février 2022. Justin Trudeau invoque la loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin à la manifestation des camionneurs qui paralyse Ottawa depuis près d'un mois. 2 ans plus tard, la Cour fédérale... Vidéo. Il y a eu une petite erreur technique, mais on va poursuivre. Je vais te montrer ce que Mme Van der Riel a dit. OK. For the global business community, the top concern for the next 2 years is not conflict or climate. It is disinformation and misinformation. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le défi de l'année 2024, ce n'est pas le climat, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la guerre, c'est la désinformation. La désinformation qui, bien sûr, est extrêmement dangereuse pour l'ordre global, global order. Annual Global Risk Report, global challenges, global collaboration, the global challenges. Et la désinformation qui est extrêmement dangereuse parce que, catastrophe des catastrophes, il y a beaucoup d'élections en 2024. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Cela veut dire qu'en fait, pour Mme van der Leyen, le danger, c'est quoi? C'est la liberté d'expression. C'est la liberté de l'information. Parce qu'elle appelle désinformation toute pensée qui n'est pas conforme à l'ordre global imaginé par Klaus Schwab et ce groupe d'intérêt. Fait que tu vois, Sylvain, apparemment, cette année, c'est pas le changement climatique, le défi de 2024, c'est de combattre la désinformation. Pour Mme Van der Riel, ce qui est prédominant cette année, c'est la désinformation, parce que selon elle, il y aurait eu beaucoup de désinformation déjà, en lien avec toute la précédente crise COVID qu'il y a eu, ou cette pseudo-crise. Est-ce que ça te surprend? Non, pas vraiment. On a vu pendant le COVID comment il bâillonnait tout le monde. C'est sûr que tout gouvernement qui veut être totalitaire va faire taire ceux qui ne sont pas d'accord avec leur idée. Là. On a déjà prévu le coup. On a déjà eu des changements de loi ici, au Canada. Le projet de loi, par exemple, qui donnait plus de pouvoir au CRTC, qui permettait au CRTC de s'infiltrer maintenant dans des plateformes de médias sociaux, puis de légiférer au même titre qu'ils sont capables de le faire pour des stations de télévision. On a vu la loi, par exemple,
exemple, favorisant la censure. On a vu des lois, ce qu'on appelle la loi Netflix, qui va faire beaucoup de tort à l'industrie des médias sociaux, de tous ceux qui diffusent, par exemple, de l'information. Fait que tu vois, ça se fait déjà. Puis tu vois, on parle de désinformation, mais moi, je trouve que les réseaux qu'on appelle de désinformation... Les réseaux complotistes, là, qu'on appelait. Force est d'admettre qu'ils ont vu clair. Ben oui. Tu sais, Un fort pourcentage, oui. Même ceux qui étaient un petit peu extrêmes des fois, là, mais on voit qu'il y avait raison quand on parle du convoi de la liberté, quand on parle des CHSLD, quand on parle des vaccins, alors que tout ce qui se dit actuellement, ouais. que nous autres, à Théovox, on a dit avant, Ouais. d'autres réseaux aussi, là, on n'est pas les seuls, ben, on se faisait traiter de coucou, d'édenté, de tout ce que tu voudras. Puis là, c'est maintenant les réseaux traditionnels qui reprennent ces nouvelles-là, comme si c'est eux autres qui venaient d'inventer ça. Ça fait 3 ans qu'on en parle. absolument. C'est quand même insultant, pareil. Ils n'ont pas d'orgueil, là. Non. C'est vrai, là. C'est quasiment de la prostitution à ce Écoute, niveau-là. ça- Mais écoute, tu viens de parler justement de cette... tu viens de parler, puis je cherche le nom, là, Ouais. du convoi de la liberté, la Convoi loi de la liberté. sur les mesures d'urgence Ben ouais. qui a été illégale, qui a été par la Cour, qui a été jugée illégale par la Cour fédérale du Canada. Et je veux juste qu'on regarde un extrait, et puis après ça, on va commenter. J'ai des petites questions pour ce sujet-là avec toi ce soir. Le gouvernement fédéral invoque la loi sur les mesures d'urgence. C'était le 14 février 2022. Justin Trudeau invoque la loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin à la manifestation des camionneurs qui paralyse Ottawa depuis près d'1 mois. 2 ans plus tard, la Cour fédérale rabroue le gouvernement. Dans un jugement détaillé sur près de 200 pages, le juge Richard Mosley tranche. Je conclus qu'il n'y avait pas d'urgence nationale justifiant le recours à la loi sur les mesures d'urgence et que la décision d'invoquer cette loi était donc déraisonnable. Il fait valoir qu'une crise nationale ne peut exister que s'il n'est pas possible d'y faire face avec les lois existantes, ce que les éléments de preuve ne permettent pas d'affirmer. On n'est pas d'accord avec cette décision et on va aller en appel. Le gouvernement Trudeau contestera ce jugement. Les ministres réunis à Montréal maintiennent avoir pris la bonne décision. Se rappelle très bien le contexte à Ottawa. Il y avait la capitale d'un pays du G7 qui était effectivement paralysée. Qu'à Coutts, en Alberta, ils avaient découvert 2 bombes artisanales, 36 000 balles. Aujourd'hui, je continue d'être convaincu qu'on a fait la bonne chose. L'Association canadienne des libertés civiles, qui a initié la requête devant la Cour fédérale, se réjouit de la décision. Même chose pour les irréductibles manifestants, dont certains sont toujours devant le Parlement pour dénoncer l'agenda du gouvernement. En février dernier, le juge Paul Rouleau, qui présidait la commission sur l'état d'urgence, donnait raison au gouvernement malgré plusieurs réticences. Ottawa s'appuie notamment sur son rapport pour justifier sa contestation. En quoi, Sylvain, parce qu'on vient d'entendre ce qui s'est passé, là, en quoi ce jugement pourrait-il influencer l'usage futur de la loi sur les mesures d'urgence du Canada, selon toi? Bien, encore là, ça dépend toujours qui est au pouvoir, là. Parce qu'à chaque fois que cette loi-là a été invoquée dans l'histoire, là, c'était toujours des libéraux, puis beaucoup de Trudeau là-dedans. Là. Ouais. Mais le fait que cette loi-là est contestée actuellement, puis comme je disais, on le disait déjà à l'époque, nous autres, que ça n'avait pas de bon sens. Ouais. Ça ne justifiait pas ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que si tu prends un bazooka pour tuer un maringouin, là, c'est à peu près ce qu'ils ont fait. C'est comme s'ils avaient permis que ce convoi-là se rende, puis c'était voulu qu'il y ait des problèmes avec. Ils ont essayé de provoquer les gens là-bas, puis tout le monde a coopéré. Il n'y a jamais eu de grabuge là, à Ottawa. Puis parce que ça aurait fait leur affaire s'il y avait eu du grabuge, si le monde s'était battu, tout ça. Puis chacun qui s'est fait arrêter a tout le temps été, de ce qu'on a vu, en tout cas, été assez coopératif, se sont laissés arrêter. Mais là, qu'un juge dise ça n'avait pas de bon sens, c'est quand même assez important comme cause. Là. Comme, là, ils vont en appel, on comprend, là, puis ça va peut-être prendre 5 ans avant que ça se règle. Mais c'est quand même spécial qu'un gouvernement fasse une mesure comme ça, puis que c'est injustifié, puis qu'il ne se fait pas taper ses doigts, ce serait illogique. Là. C'est sûr. Tu Tu penses que ces implications-là, ce jugement, l'implication de ce jugement-là, a quoi comme conséquence sur le premier ministre Justin Trudeau et son gouvernement? Bien, à mon avis, puis sans être parti pris, Ouais. quand il l'a mis en œuvre, c'était déjà matière à le déboulonner. Là, tu sais. Ouais. Bon, les NPD l'ont appuyé, mais normalement, à ce moment-là, il aurait dû être débarqué.
Là, il va perdre des appuis, c'est sûr, parce que si les juges décident, puis là, si ça s'enligne pour ça, là, on voit quand même là, les autres partis commencent à dire que ça n'avait pas de bon sens. Même le NPD s'est prononcé que, ouais, ben nous autres, on trouvait que c'était pas juste, mais il a quand même voté pour, là. Mais, Ouais. tu sais, fait que c'est sûr que M. Trudeau, je l'appelle toujours monsieur parce que j'ai respect pour le titre et non pas pour L'individu. Justin, mais ça demande quand même que c'est un titre important au Canada. Monsieur Trudeau n'est plus apte à gouverner le Canada, c'est clair. Puis depuis ce temps-là, souvenez-vous, à Ottawa, là, il s'est sauvé, là, il n'est même pas resté là, il avait peur, alors qu'il y en a qui sont quand même restés. Puis il aurait pu, à ce moment-là, dans une normalité, il aurait pu aller parlementer, puis maintenant, il a pris la ligne dure, puis tu sais, c'était ils étaient tous les noms. Ouais. Ça n'avait pas de bon sens. Mais là, on dirait que les gens se réveillent. Mais comme je dis, ça fait 3 ans qu'on dit que ça n'avait pas d'allure, cette affaire-là. Un tel jugement, là, c'est perçu comment, selon toi, pour l'ensemble des Canadiens? Comme rien. Là. Y a-tu bien du monde qui parle de ça aujourd'hui? Je pense pas. Ouais. Alors que quand il y avait quand le convoi était là-bas, c'était donc effrayant. Mais le seul crime qu'ils ont commis, c'est de faire du klaxon la nuit puis de réveiller le monde. Ouais. Tu sais, on s'entend, là. À part ça, là, ça a été quoi? Et on connaît quelqu'un qui a été accusé puis qui a fait de la prison parce qu'il a été donné de la soupe aux camionneurs. C'est à peu près ça. Là. Ouais. C'est le seul crime qu'il a fait, là, c'était ça. Fait que ça a été vraiment une grosse farce. Puis que les Canadiens n'aient pas réagi à ça au moment même. Ils pouvaient dire, je suis pas d'accord avec ce qu'ils font, mais ils sont dans leurs droits. Puis si la police d'Ottawa n'avait pas voulu que ça arrive, t'sais, on l'a su, on les a vus venir 2 jours à l'avance. Ça partait de l'Alberta, des Maritimes. Moi, honnêtement, je me disais, bon, il n'y a pas de problème, ils vont mettre des blocs puis ils ne les laisseront pas rentrer, ils vont les faire contourner. Ben non, quand je les ai vus rentrer, s'installer, se faire des spas, se faire des stands à patates frites, tu sais, honnêtement, là, c'est parce qu'ils voulaient qu'ils s'installent. À Québec, là, personne, il n'y a aucun camion qui s'est rendu, il n'y a pas eu de grabuge. Ça veut dire qu'ils voulaient qu'ils s'installent. Ouais, ou sinon, c'est encore pire, c'est une incompétence crasse, là, mais on sait que c'est pas ça. Là. Dis-moi, Sylvain, une fois ce genre de jugement prononcé, est-ce qu'on devrait s'attendre à un recours collectif, selon toi, de tous ceux qui ont vu leur compte bancaire, par exemple, être gelé, puis qui ont subi les fresques de la mise en place de cette mesure? Bien, moi, tous les groupes, là, je me dirais, c'est le temps, là, même si le jugement va aller en appel, mais pendant le laps de temps, là, c'est le temps de rentrer dedans. Puis ça va avoir un effet domino, parce que là, tu as ceux-là. Là, après ça, si tu vas dans les droits et libertés, on a eu le confinement, pas le droit de sortir de chez nous, le couvre-feu. L'isolement. Ça, c'est combien de gens? Là? Moi, j'étais service essentiel parce que je n'ai service financier. Combien de gens, de clients que j'avais dans les CHSLD qui me disaient, viens me voir, ça fait 2 ans que je n'ai pas vu mes enfants. Moi, j'arrivais là, je pouvais rentrer. Mais leur enfant ne pouvait pas rentrer. Puis ils ne me demandaient jamais si j'étais vacciné. J'étais service essentiel. Ouais. Tu sais, c'est illogique, là. C'est sûr. Mais tous ces gens-là auraient le droit à un recours. Il y a tous ceux du fédéral qui ont été suspendus pendant 1 an et demi, sans salaire. Ben oui. Puis tous ceux des banques, parce que dans les banques, c'est une charte fédérale, donc le gouvernement a obligé que même les banques suspendent leurs employés qui n'étaient pas perdu leur emploi. Perdu leur... Bien, ceux qui pouvaient toffer 1 an et demi, ça a été 18 mois, là, pratiquement. Puis il y en a qui étaient en télétravail. Il y avait 0 contact avec les autres. Puis M. Trudeau disait, c'est pour donner l'exemple qu'on fait ça. L'exemple de quoi? Ouais. D'un employeur qui traite mal ses employés? Ça pourrait être quoi les décisions, les conséquences politiques et sociales de la décision d'Ottawa de faire appel? Bien, c'est pas surprenant qu'il fasse appel. Je veux dire, ça ne changera pas grand-chose dans l'opinion publique. L'opinion publique, je dirais qu'ils sont indifférents, là, malheureusement. Là. Puis ça, c'est le trop parlé. C'est ça. T'sais. Fait que là, ils veulent passer à autre chose. Ils veulent plus entendre parler de ça. Ils sont indifférents à ça. Malheureusement, parce que là, ça n'a pas touché tout le monde, mais ça a touché une partie de la population. Mais la prochaine loi qui vont passer va peut-être toucher la partie qu'eux autres, ils s'en foutaient. Là. Ouais. Fait que quand tu enlèves les droits et libertés dans une nation, c'est un danger. Là. Puis c'est ce qui a été fait. Là. C'est ce qui a été fait. Tu ouvres la porte à la révolte. Ben oui, puis tu ouvres la porte à l'abus des gouvernements. C'est du totalitarisme. C'est illogique là, de ne pas réagir à ça. Mais on dirait que la population actuellement est endormie et pas... on a eu des mouvements politiques dans le passé, que ce soit le mouvement séparatiste, l'indépendantiste, où les gens il y avait des convictions. On pouvait ne pas être d'accord avec eux autres, mais il y avait des convictions. M. René Lévesque a toujours été respecté par à peu près toute la population. On n'était pas toujours d'accord, les gens n'étaient pas toujours d'accord, mais il y avait un respect. Parce que ces gens-là avaient des convictions. Mais on a vu là, ce que M. Trudeau a fait, c'était pas par conviction. C'était par soumission à un narratif. Soumission, c'est ça. Absolument.
Sylvain, il y a un autre dossier, puis on va terminer avec ce dossier-là parce qu'il se fait Ouais. tard. Tu veux nous parler du nombre record d'opérations en attente au Québec. Ben C'est une oui. nouvelle qui est assez tragique, importante. Surtout tragique parce que on parle de 170 000 opérations qui sont retardées, là, qui sont en attente. Mais ce qui me frappe là-dedans, c'est qu'on vient de battre un record. OK? Le plus haut qu'on était allé avant, là, c'était 115 000 Ouais. en plein COVID. Puis là, on nous disait que c'était le COVID qui faisait ça, qui avait fait monter les opérations en retard. Ouais, les gens qui ont dit ça sont pas allés voir les années 2007, 2008, 2009, où ça. il y avait 200 de taux Eh d'occupation dans nos hôpitaux. là. Oui, c'est ça. Fait que là, c'est plus grave. Il y en avait 115 000 en 2020, là, puis c'était la fin du monde, puis c'était le COVID, puis c'est parce que le monde n'était pas vacciné, puis on devait donc charger un impôt à ces gens-là, parce que mais là, actuellement, là, il n'y a plus rien. Là, ils vont dire c'est les infirmières. Ça n'a pas tant retardé. Là. Oui, ça peut être un peu retardé, mais pas de là à monter à 170 000. Depuis le début, cette histoire de COVID, ce que ça a mis en évidence, c'est que notre système de santé, sur lequel on s'est tellement vanté pendant des années au Québec, on est meilleur que tout le monde, il ne marche pas. Ouais, il est Puis défaillant. M. Dubé, là, il n'a pas fait de miracle. Là. Les infirmières, ils ne sont pas plus intéressés à revenir dans le public parce que le temps supplémentaire continue. On n'a rien on n'a rien réglé. Tu as beau leur donner de l'argent, mais si tu n'as pas de vie, ça te donne quoi d'avoir 300 000 de salaire dans une année? Parce qu'il y a certaines infirmières qui ont fait ça. Mais s'ils ne sont jamais chez eux, puis que ça cause un divorce, son ado, il part en fugue parce qu'il ne voit jamais ses parents. Tu sais, c'est tout ça. Là. Ouais. Le tissu social, ils ne l'ont pas réglé. Non. Ouais. Puis M. Dubé, il parle moins fort de ce temps-ci. Là. Il y avait solution à tout. Là, c'est quand même assez tranquille, de ce temps-ci. Il y a intérêt à rester tranquille. Bien, c'est ça. Puis honnêtement, si on regarde les piliers là, de ce gouvernement-là, à part M. Fitzgibbon, là, qui est encore tout feu de flamme avec son usine de batterie, là. Il faut être très arrogant. Oui, très arrogant. Mais M. Dubé il est low profile. M. Legault l'était. Là, il est revenu cette semaine. C'était le congrès, là, je ne sais pas trop. Là, sa ballonne était gonflée un peu. Là, puis là, il a dit que là, il allait respecter, dans le fond, ce qu'il a dit, c'est qu'il allait respecter ses promesses. Là. Celles-là, là, il va les respecter. C'est sûr, il n'a jamais respecté les autres. Mais les gens embarquent, mais de moins en moins. Ouais. Je ne pense pas que ces gens-là vont se représenter aux prochaines élections. Ou s'ils se représentent, ils n'auront pas 90 députés. Puis ça, ce qui est le problème, là, c'est que là, les députés qui sont là, puis que c'est des backbenchers, là, qui sont juste des... Comme Madame, l'autre députée qui était partie avec M. Duhem, avait dit qu'elle se sentait comme une plante verte. Là, les plantes vertes, ils vont commencer à frustrer. Parce que la personne qui est dans un comté, puis il n'y a pas de ministère, bien, lui, il sait qu'il ne sera pas réélu. Là. Il n'est pas content. Là. Ouais. Puis sur 90, il y en a peut-être 40 qui ne sont pas réélus. C'est eux autres qui vont commencer peut-être à mettre de la pression puis à laisser couler des choses aussi. En tout cas, ça va être un dossier intéressant à suivre. Ouais. Ça, c'est certain. Bien, Sylvain, merci. C'est tout le temps qu'on a ce soir. Ben oui, Mais merci c'est d'avoir ça. été avec nous. Bonne année 2024. Puis Toi aussi. on va avoir une belle année d'informations à communiquer à nos auditeurs, j'en suis convaincu. Oui. Déjà, ça commence à... Il y a plein de choses qui sortent dans les médias, Eh c'est oui. super intéressant. Merci, Sylvain. Comme mot de la fin pour vous ce soir, j'avais envie de vous... on parle de mensonges, on parle de tout ce qui se passe. Souvent, c'est négatif. Puis les gens se demandent est-ce qu'il y a un Dieu quelque part qui est vraiment en contrôle de tout. Ben, en fait, 1 Jean 5, 19 nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Jean 8, 44 va nous dire « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Tout ce qu'il nous incite à faire n'est en fait qu'une illusion destructive. » Des fois, on pense que c'est bon pour nous, puis on devrait faire ce que... Mais non, non. Ce que le diable met devant nous, même si ça semble bon, la résultante de tout ça, c'est toujours une illusion destructive. On continue le verset qui va dire « Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Vous voyez, 2 Corinthiens 3, 17, par exemple, va nous dire « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Comment ce verset peut-il dire que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté? Le Seigneur n'est-il pas omniprésent? N'est-il pas partout en même temps? En d'autres termes, ce que le verset est en train de nous dire, le verset est en train de nous dire ce qui suit. Ou, si vous préférez, une meilleure traduction de ce verset serait la suivante. Partout où l'Esprit est Seigneur, il y a la liberté.
Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne lui permettons pas à l'Esprit du Seigneur d'être justement le Seigneur. Que veut dire le mot Seigneur? Le mot Seigneur veut dire autorité suprême. Aujourd'hui, il n'est plus autorisé à être Seigneur dans chaque foyer, dans chaque famille. Aujourd'hui, il n'est plus autorisé à être Seigneur dans notre gouvernement, ce qui veut dire être l'autorité suprême dans notre gouvernement. Il n'est plus l'autorité suprême dans chaque foyer et dans chaque famille. Il n'est pas autorisé à être l'autorité suprême dans chaque Église. Il n'est pas autorisé à être l'autorité suprême ou le Seigneur dans chaque relation. Il n'est pas autorisé à être l'autorité suprême dans notre travail. Il n'est pas autorisé à être l'autorité suprême ou le Seigneur dans chaque vie ou dans chacune de nos vies. Jean 8, 34 va nous dire, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Celui qui pratique le péché est du diable. Là où l'esprit n'est pas permis d'être Seigneur, il n'y a pas de liberté. Bien au contraire, il y a asservissement, il y a déchéance. Parce que le seul qui peut assurer la liberté, c'est le Seigneur Jésus. La conséquence est la suivante. Le Romains 23 va nous dire, car le salaire du péché est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si nous ne marchons pas dans cette liberté, à cause que l'Esprit du Seigneur est l'autorité suprême sur notre vie, on devient esclave du diable. Dans la vie, tu as juste deux options. C'est soit que tu es esclave du diable ou c'est soit que tu es l'esclave de Dieu. Matthieu 6, 24 va nous dire, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Qui désires-tu servir? Servir le diable égale se faire voler. Servir Jésus, Jésus est là pour donner. Le diable est là pour dérober, Jésus est là pour restituer. Le diable est là pour détruire, Jésus est là pour régénérer. Le diable est là pour asservir, Jésus est là pour affranchir. Le diable est là pour tuer, Jésus est là pour sauver. Le diable est là et procure la mort, alors que Jésus est là et il est le pain de vie qui procure la vie. Alors quel maître, quel Seigneur veux-tu servir? Sur ce, je vous souhaite à tous bonne réflexion. C'est Jean-François Denis qui vous dit à la semaine prochaine.